Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos intitulée Les fondamentaux du hardware qui aura pour vocation de vous aider un peu à comprendre le rôle des différents composants d'un PC, ce qui devrait vous permettre aussi d'un peu mieux comprendre les vidéos hardware que je poste d'habitude sur la chaîne. Mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin que simplement leur rôle. On essaiera aussi de voir lequel choisir, vous donner quelques conseils, quelques indications lorsque vous allez vouloir acheter vos composants. Pour ce faire, je vais passer en revue les composants un à un. Et sur chacun d'entre eux, je vais d'abord commencer par indiquer leur rôle dans le PC. Ensuite, la compatibilité avec les autres pièces, parce que c'est quand même un point auquel il faut être vigilant. Pour terminer avec celui qui pourrait, à l'heure actuelle, correspondre à votre usage. Et on va tout de suite commencer avec du lourd dans cette première partie avec les processeurs. Le CPU, Central Processing Unit, c'est un petit peu le cerveau de votre machine. Il va faire des calculs, beaucoup de calculs, et répondre machinalement aux instructions qu'on lui donne. Pour ce faire, il va utiliser plusieurs boîtes à outils. Tout d'abord, la mémoire cache qui va être intégrée directement dans le processeur. Il y a différents niveaux de cache, évidemment. Plus la capacité est faible, plus le débit est élevé. Mais il a aussi besoin d'une grosse boîte à outils, ça va être la mémoire vive, la RAM. Maintenant, on installe souvent 8 ou 16 Go, et le processeur va allègrement utiliser cette RAM pour fonctionner. Un processeur a aussi un cycle d'horloge, c'est la fameuse fréquence qui est indiquée sur toutes les fiches produits, qui s'exprime en gigahertz. À chaque cycle d'horloge, le processeur va pouvoir traiter plus ou moins d'instructions qu'on lui donne. Plus son IPC, instructions par cycle, est élevé, meilleures seront ses performances. C'est pourquoi deux processeurs ayant la même fréquence et le même nombre de cœurs n'auront pas forcément les mêmes performances. En effet, si l'un d'eux a une architecture qui est plus optimisée et un nombre d'IPC plus important, il pourra obtenir de meilleurs scores dans les benchmarks. Venons-en un petit peu maintenant aux différents cœurs d'un processeur. Alors maintenant, on voit de plus en plus des processeurs quad-core, 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, des fois même plus. Mais on peut quand même se poser la question de pourquoi tous ces cœurs. La question est tout à fait légitime, mais on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas des processeurs tout simplement qui tournent à 12 ou 15 GHz. Alors évidemment, il y a des raisons techniques à cela. Il y a une période où les fabricants de processeurs ont essayé de monter les fréquences pour gagner en performance, mais ils se sont vite rendus compte que c'était pas l'idéal. Alors pour des raisons, je n'entrerai pas dans les détails, mais il peut y avoir de la chauffe, il peut y avoir des questions de stabilité. Donc du coup, la solution qui s'est démocratisée, c'est l'utilisation de plusieurs cœurs physiques. En fait, ces différents cœurs physiques sont presque des processeurs indépendants que l'on va mettre l'un à côté de l'autre pour avoir un gain de performance important. Le petit inconvénient de cette solution, c'est que les programmes que vous utilisez, les jeux, les logiciels de montage, etc., doivent être optimisés pour réussir à utiliser ces différents cœurs. Il peut arriver des fois quand on lance un vieux jeu qui n'est pas optimisé pour des processeurs multicœurs, qu'on se retrouve avec un processeur qui est totalement sous-exploité. Donc ça, c'est le petit inconvénient des processeurs multicœurs. Heureusement, maintenant, de plus en plus de jeux et de logiciels savent parfaitement exploiter des processeurs avec de nombreux cœurs. Certains processeurs utilisent aussi le SMT, Simultaneous Multithreading, qui s'appelle Hyperthreading chez Intel, qui permet pour chaque cœur physique d'avoir un cœur logique, une unité de calcul. Ce qui fait qu'en fait, on double le nombre de cœurs visibles par le système d'exploitation. Et la conséquence, c'est qu'on va pouvoir en fait mieux utiliser les cœurs physiques, optimiser cette utilisation des cœurs physiques pour avoir en moyenne un gain de 10 à 20% dans les benchmarks. Alors maintenant qu'on sait un petit peu comment sont conçus les processeurs, un peu ce qu'ils font aussi, on peut se poser la question duquel choisir. Donc en ce moment sur le marché des processeurs pour PC, on a deux gros acteurs, Intel et AMD. Les deux se valent sincèrement, surtout depuis que AMD est un peu revenu dans la course avec ses processeurs Ryzen. J'ai une vidéo dédiée à la gamme d'Intel où j'explique un petit peu leur convention de nommage, comment ils s'organisent entre i3, i5 et i7. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien juste là dans le coin ou dans la description.
Chez AMD, la gamme est maintenant un petit peu similaire à Intel, avec du Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, et aussi les Threadripper qui sont très récemment arrivés sur le marché avec des processeurs jusque 16 cœurs. Pour du multimédia, on pourra sans problème rester sur un processeur avec 2 cœurs physiques, ce sera largement suffisant. Par contre, maintenant, pour du gaming, il faut essayer, si votre budget le permet, de passer au moins sur un processeur avec 4 cœurs. Pour les PC gamers, ce qui va être très important, c'est de garder un équilibre entre le processeur et la carte graphique. En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir de goulot d'étranglement, ni d'un côté ni de l'autre. Ce qui peut se passer, on va prendre un cas extrême par exemple, c'est que vous mettiez une carte graphique à 450 € avec un processeur à 130 €. Dans ce cas-là, en fait, la carte graphique devra attendre le processeur avant de pouvoir envoyer ces images à votre écran. Et du coup, on se retrouve avec un vrai goulot d'étranglement et vous aurez une baisse drastique des FPS. Ça marche évidemment dans l'autre sens. Si vous mettez un processeur à 400 € avec une carte graphique à 200 €, il n'y a aucun intérêt puisque le processeur est sous-exploité. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête, puisque de toute façon après on y reviendra quand on parlera un petit peu des cartes graphiques. Pour un usage plus poussé, montage, simulation, rendu, il peut être très intéressant de partir sur des processeurs qui ont plus de 6 cœurs, puisque la plupart des logiciels dans ces cas-là exploitent très bien les processeurs avec plein de cœurs physiques et plein de cœurs logiques. Une fois le processeur choisi, il va falloir l'installer sur une carte mère pour pouvoir le faire fonctionner. On se retrouve donc dans la seconde partie, mais en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve très bientôt.